Distribution de kits scolaires, transfert monétaire et attribution de bourses d'études ou encore organisation des cours de renforcement. Voilà des actions mises en œuvre par Care Bénin Togo et Educo Bénin dans le cadre du sous-projet Maintien des filles à l'école dans les zones nord et sud. Principalement dans la zone nord, le décrochage des filles, c'est vraiment une réelle préoccupation. Nous avons réellement travaillé à réduire le nombre de filles qui décrochent pour amener ce taux à 97%. On avait un taux de maintien de filles de 15%. Désormais, beaucoup quand même parmi elles sont maintenues dans le système scolaire. Ce projet a impacté tant de filles, 17 500 filles dans la zone sud et 12 500 filles dans la zone nord. Imaginons un peu ces filles-là qui par les moyens, la pauvreté, la vulnérabilité, se voient leur vie hypothéquée. Au cours de cet atelier, donc, les participants vont faire le point des actions menées dans le cadre du sous-projet Maintien des filles à l'école, un programme phare du projet Soued Bénin en cours d'achèvement. Il est nécessaire de pouvoir faire un point pour répertorier tout ce que nous avons fait de bon. Qu'est-ce qui a été difficile? Quelles leçons pourrons-nous tirer? Nous avons fait de bons chemins. Et il est quand même de bon temps que nous asseyons pour échanger afin de pouvoir rendre disponible un document d'orientation pouvant permettre à tout autre acteur, à tout autre partenaire de mener à bien une intervention au profit des filles, surtout pour le maintien des filles à l'école et pour le bonheur de notre pays. La particularité de cet atelier, c'est vraiment de pouvoir tirer le son, d'analyser vraiment les limites de la stratégie d'intervention et de pouvoir, sur la base de recommandations assez stratégiques, proposer des actions phares pour des initiatives futures. Au terme des travaux qui durent 72 heures, un document de capitalisation des acquis du sous-projet Maintien des filles à l'école courant 2022-2024 sera élaboré. Il s'agira au cours de cet atelier qui réunit les agents des sous-projets compétences de filles et ceux de l'autonomisation des filles et des femmes, des structures prestataires du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin, de faire le bilan de l'opérationnalisation des activités menées au titre de l'année 2023-2024. Nous avions prévu déjà encadrer 3600 adolescentes et jeunes filles au niveau de nos espaces sûrs en ce qui concerne les compétences de vie et santé sexuelle et reproductive. Mais nous sommes allés au-delà de l'indicateur. Nous avons atteint 5761 AGF. Par rapport aux membres des clubs, les hommes s'engagent et les garçons s'engagent. Nous avons prévu atteindre un effectif de 160, mais nous sommes allés à 380. Ces actions, par leur nature et leur portée, vont bien au-delà des individus. Elles renforcent le tissu social de nos communautés et contribuent à bâtir un avenir plus prometteur pour notre cher pays de Bénin. Cet atelier représente une occasion unique d'évaluer les impacts de nos efforts. L'atelier permettra de documenter les bonnes pratiques enregistrées afin d'éviter une cessation subite des activités après le retrait des ONG prestataires. À la commune de Piogbe, comme dans toutes les communes, Soued a apporté un changement de comportement au niveau de nos jeunes et nos femmes. C'est par exemple à travers les espaces sûrs qui permettent de développer des compétences de vie au niveau des filles. Et les comités hommes s'engagent. Et le plus important, c'est la pérennisation des acquis. Le projet n'est pas éternel. 187 comités de suivi et de pérennisation des acquis auront pour mission d'accompagner le projet Soued dans la préservation et la capitalisation de ces différentes expériences. Le projet NB-ITAS met ici ensemble plusieurs acteurs, hormis le Bénin. Les participants proviennent du Burkina Faso et du Niger. Ils réfléchissent autour de la gestion des eaux de surface du fleuve Niger et des eaux souterraines de Taoudéni et de Tanizrouft. Le projet
à travers une étude a identifié 3 écosystèmes partagés dans le bassin. Le premier, c'est le parc W, qui est partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Le plateau de Mont Mandara, partagé entre le Cameroun et le Nigeria. Et le parc, le complexe binational Sena-Oura et Bandira entre le Cameroun et le Tchad. Nous sommes là pour mettre en place la plateforme régionale de gestion intégrée des ressources du parc W. Et ensuite, procéder au renforcement des capacités des différents acteurs. Et pourtant, dans ces différents pays, il a déjà été mis en place une plateforme nationale. Suite à l'analyse diagnostique, nous avons remarqué que le parc est sujet à plusieurs facteurs de dégradation, notamment la pression anthropique. À cela s'ajoutent les changements climatiques qui compliquent la situation. Donc la plateforme aura pour rôle de gérer l'espace et surtout le rôle de concertation et de planification stratégique avec tous les acteurs. Au Burkina Faso, nous sommes confrontés effectivement au contexte sécuritaire. Nos autorités travaillent d'arrache-pied pour l'atteinte des résultats escomptés. Voilà, nous allons d'abord réunir l'ensemble des acteurs concernés afin que nous puissions conjurer et voir dans la même direction pour pouvoir mettre en œuvre vraiment les activités de ce projet au bénéfice de l'ensemble de nos populations. Du 13 au 16 novembre, Burkinabés, Nigériens et Béninois, à travers des efforts conjugués, vont mettre au point le dispositif de gestion qui permet aux 3 pays de bénéficier efficacement des avantages du projet NB-ITAS. C'est un tournant décisif dans la carrière de ces instructeurs niveau 2 de judo. Après plusieurs jours de formation en Nagewaza et Katamewaza, des techniques de projection pour battre l'adversaire, ces instructeurs reçoivent leur certification. On a bénéficié de beaucoup de choses. Ce qui se faisait entre nous ici au Bénin, eux, ils sont venus apporter un plus à ce qu'on apprenait. Parce que nous sommes coachs, il nous manquait aussi. Ils nous ont corrigé ce que nous faisons. Et ce n'est pas bon, ils nous ont corrigé tout pour pouvoir former nos athlètes. Dans la formation Un partage d'expérience avec Bradik Salvisa, 7e dan, et Franck Moussima, 6e dan, tous experts de l'Académie internationale de judo. La formation des instructeurs de niveau 2 est à l'initiative du ministère des Sports et de la Fédération béninoise de judo. Plusieurs personnes auraient aimé être à votre place aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la chance. Vous avez été ceux qui ont été sélectionnés. Vous avez reçu cet après-midi vos certificats qui marquent un pas dans votre parcours d'instructeur en judo. Ce que je m'en vais vous demander dès à présent, c'est de vous dire, ne vous arrêtez pas de vous instruire. En dépêchant ces experts internationaux sur le sol béninois, le ministère des Sports veut améliorer les performances de ses athlètes pour les futures échéances sportives. C'est parti pour la remise des secours temporaires, des allocations en espèces non remboursables à ces personnes en situation de nécessité. L'initiative s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement du président Patrice Talon. C'est une joie puisque c'est en partie l'œuvre de la mairie. Et si c'est l'État qui le fait, nous ne pouvons que dire merci au gouvernement du président Patrice Talon. Nous sommes ici pour témoigner donc de l'engagement de l'État à soutenir les hommes et les femmes en situation d'indigence, les personnes handicapées, les personnes âgées, ainsi que les enfants malheureux. Cette année, cette édition impactera 420 personnes qui bénéficieront des allocations. Que dis-je? De la solidarité de l'État, soit 70 personnes par commune pour une enveloppe globale de 15 millions de francs CFA. Ce qui vous est destiné ce soir, ça a été bien dit. Ce n'est pas pour aller vendre par exemple des médicaments contrefaits. Ce n'est pas pour aller vendre de l'alcool frelaté. Mais c'est pour mener des activités saines et décentes, comme je l'ai dit tantôt. Grâce au guichet unique de protection sociale,
et l'engagement des commissions communales, le comité départemental de gestion des secours présidé par le préfet a pu retenir ceux qui ont le plus besoin de l'aide de l'État. Toutes les femmes de Kandi, toutes les femmes de la Ribori sont émues parce que vraiment elles sont dans des situations difficiles. Mais le président Talon s'est rappelé de ces femmes pour les aider à au moins augmenter leurs revenus ou bien commencer un petit commerce. Je suis très content de notre remise pour nous les handicapés là. Parce que notre président Patrick Talon, il a pensé à nous les pauvres, les handicapés. Il est ensuite prévu une éducation financière pour l'utilisation rationnelle des fonds. Du Konkoma, tel aux origines, le public paraquois raffole toujours. La raison, la pertinence des messages distillés, soutenus par une musique qui force la danse. C'est ce qu'a compris la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Borgou en initiant Konkoma Garassa. Konkoma Garassa consiste à regrouper les orchestres Konkoma des 8 communes du département sur certains thèmes, à savoir la paix, la cohésion sociale, les violences basées sur le genre et aussi les méfaits de la consommation des produits Goldtron. Après plus de 3 heures de compétition, 3 titres de 5 minutes chacun et pour chaque orchestre, ceci sous les ovations d'un public bien averti, le jury avec tant de peine finit par délibérer. L'orchestre de Kalalé d'Anganzi. Troisième, le deuxième est l'orchestre de Fambouré de la commune de Sinandé. Et le premier, c'est l'orchestre de Baoussi dans la commune de Niki avec 17,83. Je félicite d'abord ces 8 orchestres. En termes d'orchestration, en termes de synergie, d'harmonie sur scène, mais en termes de compétition, vous voyez, il y a souvent des nuances. La majorité de ces orchestres n'ont pas pu gérer avec le temps. Konkoma Garassa est bien loin d'être une compétition éliminatoire. La promotion de ce genre de musique est le leitmotiv des organisateurs. Les autres compétiteurs sont repartis avec des enveloppes non moins importantes. Ils ont le sourire à l'heure de peaufiner les derniers réglages, à moins de 24 heures d'affronter les Super Eagles du Nigeria. Les Guépards finissent la préparation du match dans la sérénité. Sous la houlette de Guénodrore, le travail s'accentue sur la tactique, un aspect qui va être l'une des clés de la rencontre. La clé, ça sera certainement une bonne organisation. Ça sera aussi que notre défense nouvellement composée se comporte bien. Parce que c'est déjà plusieurs fois qu'on a dû remodeler notre ligne arrière, encore une fois demain. Et si on se trouve bien, si on arrive à développer notre football, qu'on a développé depuis, on va dire, 1 an et demi à peu près. Il faudra qu'on soit vraiment compact, qu'on défende bien ensemble, qu'on ait la même idée sur le terrain. Et voilà, tout simplement, la clé, c'est de marquer des buts. Ce jeudi 14 novembre 2024, les Guépards ont une seule envie, gagner. Et cela ne semble pas impossible face aux Super Eagles, un adversaire qu'ils ont déjà battu 2-1 en juin dernier dans le même stade. C'était là la première victoire du Bénin face au triple champion d'Afrique
Ils veulent rééditer l'exploit, les poulains de Guénodrore. Nous en sommes capables. Pourquoi? Parce que on a une équipe solide, on a des bonnes tensions ici, des bons sentiments, des bonnes sensations, et que tout ce qu'on a fait ici, chaque fois, ça a marché, donc il n'y a pas de raison que là, ça ne marche pas. Une chose est sûre et certaine, le 11 national rêve du Maroc en 2025. Le groupe Guépard en est conscient, au dit du capitaine Steve Mounier. Je me rappelle quand j'avais eu ce discours avec mes camarades, je leur avais donné l'exemple de mon ancien club. Quand j'étais avec le Stade Brestois, on a su tenir tête à de grosses équipes du championnat français et je leur avais dit que il faudra faire la même chose face à ce Nigeria, qu'on est capable de les regarder droit dans les yeux et c'est ce qu'il faudra faire, être acteur de ce match et pas juste être des figurants. Donc il faudra être acteur et essayer de donner notre maximum pour obtenir un résultat. Bénin-Nigeria, c'est ce jeudi à 20h de Cotonou, au stade Félix Houphouët-Boigny. Une pelouse qui a vu les Guépards s'imposer déjà 4 fois face à ses adversaires. Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus de maintien de la paix. 3 jours d'échanges sur la gestion des programmes sensibles au conflit. Gestion de programmes sensibles au conflit. Et donc c'est un outil qui va permettre d'impulser une dynamique de cohésion sociale au niveau de nos communautés. Ils ont reçu des outils qui permettent soit de prévenir, soit d'atténuer et soit d'anticiper et donc par rapport à la survenue donc des conflits. Et à notre retour, nous allons faire la restitution et tout l'accompagnement nécessaire. Cette formation a été caractérisée par, c'est-à-dire une approche que nous avons appréciée beaucoup. Il s'agit de l'approche participative où nous, participants, nous avons été mis au cœur, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la formation. Et nous avons fait la formation à travers des études de cas, des questions-réponses, des échanges. Et l'ambiance a été très conviviale, ce qui nous a permis à la fin de sortir avec notre plan d'action. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du calendrier 2023-2025 du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et à la cohésion sociale. La présentation du document est suivie de débats, occasion propice pour les amendements en vue de doter chaque commune, Kopargo, Waké, Basila et Djougou, d'un plan qui favorise véritablement son développement. Nous avons tous procédé ici à l'adoption du document du PDC 4e génération, sous réserve de l'avis de non-objection du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et je vous promets que dès que nous aurons l'avis de non-objection du ministère du Développement, qu'au niveau de la préfecture, nous allons prendre un arrêté pour approuver. Je voudrais une fois encore vous réitérer tout mon soutien pour vous accompagner dans le développement de vos différentes communes. Avant les travaux de la dite session, Jacques Roland Amadou a fait le point de sa tournée statutaire aux membres du CDCC. Objectif, leur rappeler l'urgence de se mettre au travail pour apporter des réponses aux préoccupations des populations de la Donga. À la suite de la montée des couleurs, les membres de la conférence administrative départementale, sous la houlette du secrétaire général de la préfecture du Borgou, ont passé en revue le point de la visite du préfet dans les 8 communes sous sa tutelle. Une visite effectuée conformément aux tests en vue d'appréhender les préoccupations des populations, leur niveau de satisfaction et attente par rapport aux actions du gouvernement. Au nom des membres de cette conférence, la nouvelle directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Borgou. La préoccupation principale, c'est par rapport à un dossier de triplé qui n'avait pas été satisfait. Selon les recherches,
Ces dossiers ont été transmis au ministère. L'étude est en cours actuellement. En dehors de cela, il y a la question de la sécurisation des lieux. C'est une situation générale au niveau du ministère, mais qui est en train d'être résolue à partir du 15 prochain. Globalement, il faut dire que le bilan de cette visite, ça a été positif et très apprécié par les populations. Elles en ont profité pour évoquer certaines préoccupations qui ont eu des réponses avec le concours des membres de la conférence administrative départementale, les directeurs départementaux qui ont accompagné le préfet. Le second point du jour, c'est la revue de la performance du département à travers le niveau d'exécution des différents projets et programmes d'activité. Le taux d'exécution varie à 90%, ce qui est vraiment satisfaisant dans l'ensemble. Des recommandations ont été faites, puisqu'il reste encore quelques semaines pour que les acteurs à différents niveaux prennent des dispositions pour accélérer donc, le processus et atteindre un taux d'exécution global de 100% à la fin donc, de l'année. Sani Biobaye salue les efforts de l'ensemble des membres de la conférence administrative départementale dans l'accompagnement des communes. Il les appelle à plus de synergie à l'avenir pour des performances excellentes. Iris Coco, la vingtaine à peine, et jeune diplômée de l'université, est engagée depuis quelques années dans la cause climatique. Elle est aussi membre de l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Ici, elle participe à un set event au pavillon des jeunes de la COP29. Elle partage son expérience, veut inspirer et encourage les jeunes à continuer d'agir pour la planète. Beaucoup de jeunes béninois n'ont pas encore réellement compris l'enjeu du changement climatique, n'ont pas encore réellement compris le danger que nous sommes en train de courir. Mais je suis contente aussi parce que dans le même temps, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont intéressés, qui font des initiatives pour lutter contre le changement climatique et je suis vraiment très contente. J'appelle les filles, les jeunes femmes parce que si vous ne le savez pas, nous sommes proportionnellement plus touchés à 110%. Elles apprennent aussi à être des jeunes leaders, à partager des initiatives concrètes pour la protection de l'environnement. On forme les jeunes sur comment tenir un petit potager, comment faire un petit jardin chez soi. Également au niveau du reboisement, nous œuvrons à les former sur l'importance du reboisement. Nous agissons également sur la transition de l'énergie et nous avons fait plein de formations sur le charbon écologique, favoriser les nouvelles formes d'énergie renouvelable. Les questions climatiques font aussi allusion aux défis liés à la paix et à la sécurité. Donc il faut un engagement accru pour une bonne gouvernance dans ces thématiques aussi. Elle s'engage contre l'inaction humaine face au changement climatique. Elle dialogue avec les négociateurs et délégués pour un avenir plus durable. Alors, lorsque nous venons ici, nous avons essayé de voir mode de gestion des terres dans la zone du parc, occupée par les champs, la zone tampon et l'enclave, ou encore actualisation du zonage et plan d'action pour la concrétisation de la sécurisation des espaces pastoraux. Et ce document ne va pas être déposé ou rangé quelque part. Et je pense que ça va nous inspirer, ça va servir de référence pour aller de l'avant. Et nos parents doivent savoir qu'ils doivent effectivement s'acquitter de quelque chose en attendant d'être mieux logés dans la périphérie ou les zones destinées quand même à les abriter. Le travail qui nous a réunis ces 2 jours concerne l'élaboration d'un plan d'utilisation des terres qui avait prévu aussi éventuellement une actualisation du zonage pour prendre en compte les nouvelles vocations de gestion du parc national de W suite à la réforme de la délégation de gestion de ce patrimoine à African Park. Nous avons abouti à une non-actualisation, principalement du zonage, puisque nous n'avons pas changé foncièrement les limites ni les vocations principales. Et nous nous sommes convenus d'une nouvelle forme d'affectation des terres, notamment dans la zone tampon, pour régler un certain nombre de problèmes majeurs que rencontre la conservation de ce parc national de W-Bénin. Nous nous sommes accordés avec les communautés qui sont installées
dans le parc et à l'intérieur des limites du parc qu'il faut un retrait progressif. Ces travaux en vue de l'élaboration d'un plan d'utilisation des terres viennent combler les attentes. Nous allons nous engager pour que vraiment qu'il n'y ait plus de désordre dans le parc. Chacun doit prochainement connaître sa limite. Personnellement, je voudrais que nous allions plus loin après ce travail qui est fait pour obtenir des résultats concrets. Comme les ports à Cotonou là, c'est comme ça aussi. Le parc là, c'est un port de nord aussi. On doit en tenir le parc là avec le 2 mai et on doit sensibiliser les gens. La zone tampon, l'espace de 5 km autour du parc, ne sera plus objet de conflit suite à l'application des résolutions. Un avenir radieux se profile à l'horizon pour la commune de Kétou avec ses coups de pioche qui annoncent le point de départ d'un projet d'envergure. Le manioc, principale production de cette localité, ne sera plus vendu à l'état brut au-delà des frontières. Encore quelques mois pour voir émerger l'usine de transformation de manioc qui va produire la révolution industrielle tant attendue ici. Qui parle de la commune de Kétou parle de l'agriculture. Qui parle de l'agriculture, le gouvernement est en train de le faire, c'est qu'il faut aller vers l'industrialisation. Il sera construit ici à Kétou un complexe de transformation de manioc en lafou et autres dérivés de manioc. Il est attendu de la SONAMA la réception des clés de ces 6 co-entreprises au plus tard fin juin 2025. Les retombées liées à ce projet sont variées et diverses et les organismes partenaires n'ont pas tardé à apporter leur soutien. En participant justement au financement du PADAM, le FIDA et les fonds OPEP accompagnent le gouvernement dans la réalisation des objectifs et des priorités de développement du pays. L'objectif des unités de transformation est d'assurer aux différentes coopératives de producteurs agricoles un marché sécurisé. La Société nationale de mécanisation agricole SONAMA, qui a la charge des travaux, a pris la mesure de l'enjeu. Cette usine, du fait des choix des équipements de grande qualité et de technologies très modernes, va permettre de travailler au moins 300 jours par an. C'est au moins 1500 tonnes de manioc qui vont être nécessaires pour alimenter cette usine. Le challenge, ça va être de faire encore mieux que ce qui est fait aujourd'hui avec l'assistance et avec votre matière première. La politique de transformation locale des produits agricoles prônée par le gouvernement est en marche. Et l'usine de Kétou, une fois installée, va produire le lafou, mais pas seulement. L'usine qui va être installée ici va produire du lafou meilleure qualité, labellisé, qui va voyager sur de très longues distances. Mais l'usine ne fera pas que lafou. Donc, les 3 usines de manioc doivent produire de la farine panifiable. Et nous allons faire des contrats avec les minoteries de la place, les moulins de la place, pour recevoir la quantité qu'il faut pour mélanger depuis l'usine afin que notre pain aujourd'hui soit effectivement made in Benin. Outre le grenier du plateau, les communes de Dassa, Banté, Tofo, Aplakwe et Bopa vont également bénéficier de la construction de ces usines de transformation pour le maïs et le riz pour un coût total évalué à environ 4,5 milliards de francs CFA.